En déplacement en Asie, le Premier ministre effectue une visite officielle au Turkménistan et au Japon. À la suite de l'exposition universelle d'Osaka, le programme de la visite continue. Avec la saison des pluies, le barrage de Séléngué connaît une montée inhabituelle de son niveau d'eau. Pour prévenir tout risque, la Direction nationale de l'hydraulique a indiqué dans un communiqué diffusé ce vendredi qu'une ouverture partielle des vannes sera opérée à compter du lundi 4 août. Hier soir, la finale de l'Afro-Basket féminin 2025 a offert un spectacle intense entre les Aigles Dames du Mali et les 10 Tigresses du Nigeria. Malgré une belle bataille, le Mali s'incline 78-64, mais signe un parcours remarquable. Nous en parlons ce soir avec l'analyste sportif Mohamed Soumari. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux informations. Le Premier ministre en visite au Turkménistan et au Japon après l'exposition universelle d'Osaka. Des négociations se mènent dans des domaines comme l'énergie, l'agriculture et les nouvelles technologies. Moussa Traoré. Le Mali veut parler d'avenir et c'est au Japon que le Premier ministre Abdoulaye Maïga a choisi de poser ses valises. Le temps de lancer la journée nationale du Mali à l'exposition universelle Osaka 2025. Mais derrière les images officielles, l'enjeu est clair. S'inspirer d'un modèle, attirer des investisseurs et signer des partenariats dans des secteurs vitaux. L'agriculture par exemple, le Japon longtemps limité par son territoire a développé une agriculture de haute technologie et d'exportation. Une piste que Bamako veut adapter pour moderniser ses filières, notamment le riz et le coton, encore sous-exploités faute d'infrastructures modernes. Autre domaine stratégique, l'énergie. Au moment où le Japon développe massivement l'hydrogène et l'énergie propre, le Mali, lui, doit relever son défi de l'électrification, encore fragile dans de nombreuses zones rurales. Objectif pour Bamako, séduire des acteurs capables d'investir dans des projets hybrides entre solaire et technologie japonaise. La visite a aussi permis au Premier ministre de rappeler l'urgence de diversifier les partenaires. En ouvrant une nouvelle porte en Asie, Bamako espère rompre ce cycle et montrer qu'il peut compter sur d'autres soutiens que les classiques circuits occidentaux. Enfin, avant de boucler l'étape japonaise, le chef du gouvernement a misé sur un symbole, prendre le TGV comme un passager ordinaire pour rallier Tokyo et rencontrer la diaspora malienne. Un moment de proximité, mais surtout un message. Le développement du Mali passera aussi par ses compétences à l'étranger si elles trouvent leur place dans le projet national. Dès ce lundi, cap sur le Turkménistan pour participer à la 3e conférence des Nations Unies sur les pays sans littoral. Une autre scène où Bamako tentera encore de plaider pour plus d'ouverture commerciale et plus de connectivité, loin de l'enclavement qui freine encore son essor économique. Actualité sécuritaire, ce dimanche 3 août, les forces armées et de sécurité ont déjoué 2 attaques coordonnées dans le nord du pays. La première a ciblé Wabaria dans la région de Gao, tandis que la seconde a frappé la ville de Douanza. D'après l'état-major général des armées, plusieurs terroristes ont été neutralisés grâce à une riposte rapide et efficace. Les militaires ont également saisi un important stock de matériel de guerre abandonné par les assaillants en fuite. Des opérations de ratissage et de sécurisation ont été immédiatement lancées pour reprendre le contrôle total des zones et prévenir toute nouvelle tentative d'attaque. Sur un tout autre plan, en cette saison des pluies, le barrage de Séléngué, principale réserve d'eau du pays, enregistre une hausse exceptionnelle de son niveau. Face à cette situation, la Direction nationale de l'hydraulique a annoncé dans un communiqué publié ce vendredi qu'une ouverture partielle des vannes sera effectuée à partir de ce lundi 4 août. Djeneba Samaki. Depuis plusieurs jours, les pluies abondantes sur les bassins versants du Sankarani ont fait monter le niveau du barrage de Séléngué de manière inédite. La Direction nationale de l'hydraulique affirme que le niveau d'eau en amont du barrage a atteint plus de 4 mètres au 31 juillet, dépassant largement la cote prévisionnelle pour cette même période. Conformément aux consignes d'exploitation visant à garantir la sécurité de l'ouvrage, de la population et des infrastructures, la Société Énergie du Mali a procédé ce 4 août à des lâchers progressifs d'eau. Et donc, on fait des lâchers à travers l'ouverture des vannes. Et donc, aujourd'hui, on a commencé ce matin à 10 h. Et donc, les lâchers vont se poursuivre pendant quelques semaines, voire quelques mois, jusqu'à ce que effectivement les apports puissent connaître une baisse. Et donc, lorsqu'on lâche, on ouvre la vanne, une vanne, de façon graduelle. Et donc, on suit un peu l'impact de ces lâchers-là sur l'évolution du niveau de l'eau en aval,
de manière à ce qu'on ne puisse pas connaître des débordements. Une mesure technique et préventive, mais qui fait craindre aux riverains une montée rapide des eaux du fleuve Niger en aval jusqu'au cœur de Bamako et au-delà. Salo ji ko ni an filɛ hali yɔrɔ min na je y'an bɛɛ minɛ bada ni du bɛɛ wulila fɔ du fila anw yɛrɛ tun bɛ bada la anw du fila de tun bɛ anw ni marakaw an kɔni y'a mɛn kunu ko selenge bɛna ji bila tiɲɛ na an siranna dɛ parce que denmisɛnninw b'an bolo. Ni o cɛnni b'a sɔrɔ u b'u baraji u bɛ ji to ji de ka caya ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka n'a bila n'i y'a bila dɔrɔn a bɛ cɛnni kɛ nka n'i y'a bila dɔɔni ka taa cɛnni si tɛ kɛ. La Direction nationale de l'hydraulique appelle les usagers et les populations riveraines à prendre les précautions nécessaires. Que toute activité qui n'est pas forcément nécessaire aux abords des cours d'eau, que les populations s'éloignent de ça. Il y a des communautés malheureusement qui s'entêtent à rester dans les lits majeurs des cours d'eau. Ils font des activités là-bas, notamment de maraîchage, des activités d'extraction de sable, des activités d'élevage, de pêche, voilà. Donc c'est à ce niveau qu'il y a vraiment des risques. Donc nous leur disons effectivement de ne pas prendre des risques en ces périodes où l'eau monte. L'équilibre est fragile entre la gestion du barrage et la sécurité des populations. Si l'ouverture partielle des vannes est un gage de sécurité pour l'ouvrage, elle met sous tension les communautés qui vivent du fleuve. La vigilance reste de mise sur les rives de la Sankarani et du Niger dans l'attente d'un retour à une situation plus stable. Direction le Sénégal. À une semaine du Grand Magal, des fortes inondations sont constatées à Touba. Le Premier ministre Ousmane Sonko rassure que les mesures sont prises, mais l'inquiétude plane. Aminata Keita. Le Magal de Touba doit se tenir du 12 au 13 août prochain. Il s'agit de la plus importante fête religieuse de la confrérie mouride du Sénégal, commémorant le départ en exil au Gabon du fondateur de la confrérie, Cheikh Amadou Bamba, en 1895. Pourtant, à l'approche de cet important rassemblement où près de 5 millions de fidèles sont attendus, les inquiétudes planent. Pour cause, de fortes pluies se sont abattues dans la nuit de samedi à dimanche sur la cité religieuse de Touba, faisant des inondations dans plusieurs quartiers. Touba vient d'enregistrer une très grosse pluie de l'ordre de 145 mm d'un seul coup, qui a créé encore quelques points noirs, des soucis du point de vue des inondations, parce qu'il y a des points noirs au niveau par exemple d'Nguélemou et de Kernyang, c'est des dépressions vraiment où toutes les eaux pratiquement de Touba se retrouvent. Il y a le directeur général de l'ONAS qui était sur place, qui a évoqué un problème de basculement du groupe électrogène vers le réseau électrique qui a fait que les pompes ont été pris au dépourvu et puis surpris par cette pluie. Selon les sources locales que nous avons contactées à Dakar, la situation est alarmante dans plusieurs quartiers clés où les habitants peinent à circuler en raison de l'inondation massive des rues et des habitations. Nombreuses sont les familles qui ont dû quitter temporairement leur domicile à Touba et à Dakar, les populations craignent de ne pas pouvoir participer à l'événement religieux de la communauté mouride. Ça, c'est pas quelque chose qui est spécifique aux habitants de Touba ou bien aux fidèles qui se rendent au Magal. Bon, ça, c'est pratiquement durant chaque hivernage, aussi bien à Dakar, dans certaines grandes villes du Sénégal qu'à Touba. Les eaux de pluie posent problème parce que aussi il faut se dire que on a beaucoup laissé faire, les populations se sont installées pour la plupart dans des zones non édificantes ou bien ils se sont installés sur des zones de ruissellement. Donc forcément quand la pluie revient, forcément comme on dit, l'eau n'oublie jamais son chemin. Forcément c'est des désagréments parce qu'on ne peut pas cohabiter avec les eaux de ruissellement. Samedi, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko était présent sur les lieux. Plusieurs infrastructures hydrauliques ont été inaugurées, dont principalement le nouveau forage de Darou Manan d'une capacité de 250 m3 par heure et le bassin de rétention de Guélémou, un ouvrage d'une capacité de 72 000 m3 réalisé pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie. M. Sonko a rassuré les populations que ces installations allaient renforcer l'approvisionnement en eau dans la ville sainte et que le bassin de rétention réduirait également les risques d'inondation dans les zones exposées. Sport à présent, nous l'avions annoncé dans nos précédentes éditions. Le championnat d'Afrique des Nations de la CAF a démarré samedi dernier. 4 matchs au total se sont tenus pendant ce week-end. Le récap avec Assetoumani Koulibaly. Ce samedi, les matchs des phases de groupe au compte du championnat d'Afrique des Nations CHAN ont démarré. Certaines équipes, à l'instar d'autres, ont déjà remporté leur premier match. Au match d'ouverture, le Burkina Faso a été mis dos au mur par la Tanzanie qui en a remporté avec un score de 2-0. Dimanche,
Le Kenya, co-organisateur, et le Maroc ont également remporté leur match. Quant au Madagascar, il a débuté avec un match nul contre la Mauritanie. Lors de la deuxième journée, il y a le Kenya qui a battu la RD Congo. Ça a été l'une des grosses surprises, si je peux me le permettre, de ce premier tour. Bon, la victoire du Maroc, c'était un peu logique. Je pense que quand on regarde le niveau de jeu, je pense qu'on a du beau football. Quand on regarde ces 5-6 dernières années, il y a les championnats tanzaniens qui est en train de beaucoup progresser. C'est vrai, il y a des joueurs locaux, mais ils ont de la matière sur le plan local. La Tanzanie, je pense que c'est une équipe à craindre lors de cette compétition. Cette 8e édition du CHAN, unique en son genre, était très attendue par le public sportif. Pour la première fois, 19 équipes y participent et sont réparties dans 4 poules. Seules les 2 premières de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. Mais les équipes, lors de la phase de poule, nous ont produit quand même du beau jeu, de la qualité, du contenu. Je pense que ça sera du 50-50 parce que les phases éliminatoires directes, il n'y a pas de favoris pour moi. Ce lundi, 2 affiches étaient au rendez-vous, dont l'une opposait l'Algérie à l'Ouganda, 3e co-organisateur de ce CHAN 2025. À noter que cette phase de groupe se clôturera mardi 19 août 2025. La finale de l'Afrobasket féminin 2025 a tenu toutes ses promesses hier soir. Les Aigles dames du Mali se sont battus jusqu'au Monsieur Mohamed Soumaré. Il est analyste sportif. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir et je vous remercie. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, quelle analyse faites-vous du bilan des Aigles dames durant tout ce parcours? Oui, c'est un parcours qui n'est pas mal. Parce que là, il y a eu une entrée en matière timide face au Soudan du Sud. Ensuite, elles se sont reprises face au Cameroun. Et en quart de finale, c'était le Mozambique. C'était pas évident. Le Soudan du Sud qu'ils ont revu encore en demi-finale. Et cette finale face au Nigeria, je pense qu'on l'a perdu à partir du 3e quart-temps. Et là, je pense que la pression était trop forte sur les jeunes. Elles avaient peur de mal faire. Et là, ça s'est ressenti. L'expérience nigériane a fait le reste. Et avec son expérience, l'expérience a parlé. Alors, force et faiblesse de cette équipe pour les prochaines étapes? Pour les prochaines étapes, c'est vrai que depuis un certain moment, le vivier est là. Et là, contrairement à beaucoup d'équipes, c'est une équipe qui n'a pas recruté de joueurs expatriés. Ce sont toutes des joueuses du cru et ensuite sont montées en équipe première. Donc, c'est de continuer à faire le suivi, de continuer à travailler et aussi d'essayer, pour les joueuses aussi, d'essayer d'atteindre le haut niveau dans les plus grands championnats pour pouvoir rivaliser avec le Nigeria, parce que c'est le Nigeria qui constitue l'ogre de cet afro-basket féminin. Parce que pour rappel, c'est la 5e fois consécutive que le Nigeria remporte l'afro-basket. Et là, ils ont battu 3 fois le Sénégal en finale et 2 fois le Mali, puisqu'en 2021, au Cameroun, là, ils avaient déjà battu le... Alors que l'espoir était permis cette année pour le Mali? Oui, c'est vrai que l'espoir était permis, mais là aussi, il faut dire que le Mali a une jeune équipe. La moyenne d'âge tourne autour de 23-24 ans. Et contrairement au Nigeria, qui a pas mal de trentenaires dans son équipe, et je pense qui est pratiquement en fin de cycle. Donc, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Et aussi, il faut noter le temps de préparation, parce que l'équipe n'a eu que 10 jours de préparation, contrairement à certaines équipes qui attraquent sur le plan psychologique. Et souvent, c'est difficile pour les entraîneurs de recoller les morceaux. Sika Kone est le meilleur pivot qui représente cette distinction pour elle et pour le Mali tout entier. Oui, là, c'est une fierté. Et puis, elle l'a prouvé sur pas mal de matchs. Elle a réalisé des doubles-doubles. Et sur le plan physique, elle était présente. Et on a vu lors de cette finale aussi, sa taille a fait la différence en un moment. Donc, je pense que là, c'est une satisfaction individuelle. Et aussi sur le plan collectif, parce que là, elle a eu à remercier aussi ses coéquipières, grâce auxquelles aussi elle est arrivée à ce niveau. Là aussi, ça va lui permettre encore d'être plus forte dans la tête, de progresser, puisque il faut le noter, elle évolue en WNBA. Elle a même suspendu son contrat pour l'afro-basket. Et je pense que là, on va lui souhaiter le meilleur pour le reste de sa carrière. Justement, on lui souhaite le meilleur. Alors, impact de cette performance sur l'avenir du basket malien, qu'est-ce qu'il faut corriger pour les prochaines compétitions? Pour les prochaines compétitions, c'est d'abord le temps de préparation.
Là, le temps de préparation, à mon avis, il est assez court. 10 jours de préparation, ce n'est pas suffisant pour préparer une compétition de haut niveau. Donc, il faut revoir cela. Il faut revoir aussi, comme je le disais, la présence d'un psychologue du sport dans nos encadrements techniques. Et là, ça peut renforcer l'encadrement technique parce que c'est vrai que l'encadrement technique est là sur le plan technique. Là, ils sont là à réajuster les choses, mais sur le plan psychologique, c'est pas évident qu'ils fassent le boulot d'une autre personne. Et aussi, c'est pour nos joueuses de performer sur le plan international, d'atteindre aussi le haut niveau pour qu'au moment du regroupement, qu'on puisse avoir beaucoup de joueuses de haut niveau et aussi multiplier les stages de préparation. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes au niveau de cet afro-basket, lorsqu'il n'y a pas de compétition et lorsque c'est la saison morte en Europe et aux États-Unis, ils arrivent à regrouper leurs joueuses qui évoluent de ce côté dans un pays pour faire un stage ou un camp de préparation. Et là, ça permet de renforcer les liens entre les joueuses. Une dernière question, M. Soumaré. Ce soir, le peuple malien va accueillir ces braves dames. Un mot pour les supporters? Un mot pour les supporters. Les supporters, ils ont été formidables lors de cet afro-basket. On sait que la communauté malienne est très forte en Côte d'Ivoire. Il y a des supporters qui ont quitté le Mali aussi pour aller les supporter. Bravo au 6e homme, comme on le dit en basket. Et là, on leur demande de sortir massivement pour aller soutenir les jeunes qui arrivent ce soir à 22h. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie et merci à vous et merci à vos téléspectateurs. Voilà, c'est sur cette note sportive que se referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à demain.